Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce webinaire numéro 14 déjà. Il s'en est Eh oui. passé. Il s'en est passé du temps depuis un an et en fait ça va être un des sujets dont on va vous parler aujourd'hui. C'est tout ce qui s'est passé pendant un an. Mais bon, on va pas faire des blabla, le Covid blabla. On va essayer de rester positif, d'apprendre ensemble et puis d'avoir des retours d'expérience de 3 personnes de choix. Donc, ça s'annonce, le programme s'annonce alléchant et on espère que vous allez passer un bon moment avec nous dans cette petite bulle ouest apprenante. Et, euh, et puis, je laisse la parole à notre ami Frédéric pour lancer les débats. Eh ben, sauf si Claire veut ajouter quelque chose, mais sinon, ouais, Elle on a va tout, démarrer. souvent, elle veut souvent Ouais, je pense que ajouter quelque chose, Oui, Claire. peut-être simplement vous inviter à partager sur le chat, comme à vos habitudes, vos idées, remarques. Et je me charge de les renvoyer à Frédéric, qui va être concentré sur l'animation de nos intervenants. Je sais qu'il y a un certain nombre d'entre vous qui sont aux commandes des organismes de formation. Et donc, on vous propose d'abord d'écouter le retour d'expérience de vos confrères. Et puis, il y aura un temps, bien sûr, pour que vous partagiez aussi vos expériences. donc, alors, du coup, comme disait Claire, effectivement, donc sur cette soirée, on va avoir plusieurs intervenants. Comment dire, on va avoir donc jusqu'à 5 intervenants, non pas 3. Du coup, ce qu'on vous propose effectivement, on va pouvoir utiliser soit le chat, soit en fait les questions-réponses en fait qui sont accessibles dans Zoom, de telle manière à ce que vous puissiez vous exprimer. Et puis, on va aussi utiliser les talents de Hubert aux manettes de Klaxoon pour faire un petit peu aussi d'interaction avec vous. Voilà. Alors, donc ce soir, on aura en fait comme intervenant donc Léna qui se présentera tout à l'heure, hein, comme tous les autres intervenants. On aura Johan, Nicolas et Olivier. Donc là, l'Université du Maine est venue en renfort. Et après, il y a Jean-François qui clôturera avec comment dire ce webinaire. Et puis, on pourra bien sûr échanger. Alors, logiquement, on se finit à 19 h. Ça, c'est la logique. Dans la pratique, il arrive fréquemment qu'on déborde joyeusement. Et c'est tant mieux, ça veut dire que il y a des questions, il y a des réponses et il y a des débats. Donc ça, c'est impeccable. Alors, vous verrez en fait, Hubert a déjà mis en fait le lien dans le chat en fait pour Klaxoon. Donc, ce que je vous engage à faire, c'est de retrouver ce petit lien qu'Hubert vient de déposer et d'aller en fait dans Klaxoon pour déjà en fait nous donner un peu votre sentiment. Donc l'idée en fait, comment dire, c'est de répondre à la question. Donc quels sont les principaux changements opérés dans les organismes de formation depuis donc sous-entendu un an? À votre avis, en fait, sachant que ça peut être aussi bien sur des aspects pédago, l'équipement numérique, l'aspect business, etc. Donc là-dessus, c'est plus en fait de nous donner un peu votre sentiment. Pour vous, qu'est-ce qui a bougé principalement en fait depuis un an dans l'écosystème en fait des organismes de formation? Alors pour ce faire, en fait, donc vous avez un lien, donc Hubert l'a replacé en fait, je pense dans X fois déjà, parce qu'il y a de nombreuses discussions dans le chat, hein. Donc du coup, n'hésitez pas à comment dire à remonter un peu dans le fil de discussion et d'aller en fait, comment dire, donc sur la page de Klaxoon, vous rentrez votre pseudonyme et ensuite vous allez en fait arriver à la page, j'irai enfin clairement à la question qui va bien dans notre espace de webinaire. Voilà. Donc à partir de là, vous cliquez sur la question et là vous pouvez commencer à rentrer en fait, comment dire, des informations. Hein. Vous rentrez une idée sous forme de texte et à partir de là, en fait, vous faites envoyer. Et à partir de là, on va voir en fait ces idées s'afficher. Donc moi, je vais partager juste après en fait mon écran de telle manière à vous montrer les résultats. Donc allez-y, là on prend quelques minutes pour le faire. On va démarrer, je dirais, comment dire, la restitution d'ici, allez, 3 minutes. On se laisse jusqu'à 18h08. Donc n'hésitez pas. Alors pour l'instant, on a typiquement des choses. Alors, il y a Calliope, ouais, effectivement, ça c'est un des phénomènes visibles en fait dans les OF. Donc forcément la digitalisation. Tiens, un truc intéressant, le changement de posture de formateur.
On a un repositionnement commercial aussi. On a aussi alors des notions de distanciel subi, comment dire, liées effectivement à la crise qu'on a pu j'irais traverser et qu'on traverse encore. La notion de pédagogie qui revient quand même pas mal, donc c'est intéressant. L'instrumentation, la transformation du métier de formateur, la formation à distance via le numérique, l'obligation et l'envie de mutualiser. Alors, au global, les métiers de l'OF, a priori, ont changé. La maturité numérique des stagiaires aussi, effectivement, peut-être un changement du côté des stagiaires à noter, en fait, au passage de cette année. La remise en question au global, hein, bien sûr, de la formation, du coup de l'évolution de l'ingénierie pédagogique aussi, à travers ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui vient? Alors la notion de scénarisation hein, qui est aussi liée aussi à la pédago. Après aussi on a alors notre agilité, ouais effectivement. Donc la partie en fait comment agilité des OF hein, qui ont été obligés en fait de changer pour une grosse partie leur façon de travailler, leur business et puis la façon aussi de j'irais d'aborder en fait la distance. Alors, on a aussi des engagements des stagiaires plus difficiles. Donc, tout ça, en fait, hein, amis intervenants, notez bien ce genre de choses parce que je pense que vous allez peut-être abonder ou au contraire, j'irai aller dans un sens qui n'est pas forcément celui-là par rapport à tout ça. Alors, effectivement, on a un écosystème aussi qui est en mouvement, hein, clairement, par rapport à ça. Voilà, donc là, ce que je vais faire, je vais partager donc juste un petit peu pour faire une petite restitution. Hubert, je ne sais plus si tu peux passer, on peut passer en mode comment. Non, il n'y a pas de nuage de mots. Ok. Il y a que moi qui peux le partager, le nuage, ouais. Ah, Soit tu me laisses partager, soit je t'envoie une allez, je te copie. laisse partager. Soyons grands princes. Je te donne les droits de partage. Alors, hop. Euh, Voilà, logiquement, tu devrais être animateur. je peux pas. Il faut que tu l'actives dans la sécurité, je pense. Un truc comme ça. Ah, bon, alors attends. Je sais pas pourquoi tu peux pas passer animateur. Claire, je pense que c'est toi qui as les manettes. C'est peut-être pour ça. Ben, c'est ce que j'ai essayé tout à l'heure. Sans Bon, succès. c'est juste activer le partage d'écran dans sécurité, je pense. Mais si t'arrives pas, je t'envoie la copie. Ouais, on va faire comme ça. Voilà, hop. Je peux la mettre. Donc là, on est en plein dedans. Hein, les problèmes techniques liés, comment dire. Bon, là, j'ai essayé autre chose, Hubert, vas-y. Non. Ça marche toujours pas? Attends, ça y est, c'est Ah si, parti. c'est bon, ouais. Voilà. Il est passé. On va y arriver. Euh, Attends, juste que je le retrouve, du coup. Hop. C'est parti. Ouais. Donc voilà, donc effectivement, alors ce qui ressort principalement, donc c'est forcément la digitalisation, une notion d'outil. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Une notion de transformation, une notion de pédago, qui est quand même le mot a été quand même assez utilisé puisqu'on voit qu'il est assez important en termes de taille. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Transformation, clairement, hein, ça a été, je pense, pour la plupart d'entre vous, une grosse année de transformation dans pas mal de choses. Donc une notion de nouveauté, d'outils, de formateurs, de développement, etc. Donc voilà, donc tous ces points-là, en fait, je pense que on va en reparler rapidement dans les différentes interventions. Et on va commencer avec comment dire l'intervention en fait de Léna. Donc Léna Aboukassam. Donc Léna, je te laisse activer ton micro et puis te présenter en fait. Alors Léna, vas-y, présente-toi. Bon, bah écoutez, bonsoir à tout le monde. Ça fait plaisir de voir aujourd'hui du monde autour de cette thématique. Donc, je suis Léna Aboukassam, je suis directrice du groupe ESCOT, CFA, École de commerce et formation professionnelle. Nous sommes à notre 40e année d'existence et il y a 2-3 ans, on s'est lancé dans l'aventure de la digitalisation. Donc,
Tout à l'heure, je répondrai aux questions de Frédéric là-dessus. Aujourd'hui, nous avons une activité qui est à 90% autour de l'apprentissage et l'alternance, avec majoritairement, donc on est dans l'enseignement supérieur, formation post-bac jusqu'à bac plus 5, dans les métiers du commerce, du marketing, de la communication, ressources humaines, banque et assurance. Voilà, donc nous sommes, je dirais, principalement installés à Cesson-Sévigné et nous avons une implantation de nos différentes formations un peu au niveau national dans avec nos différents partenaires CFA ou centres de formation, formation professionnelle. Voilà. Ok. Donc, merci Léna pour cette présentation. Du coup, effectivement, alors, est-ce que tu peux nous expliquer, en fait, avant la crise, ce que tu avais commencé à mettre en place? Alors, notre aventure a commencé à peu près début 2018 avec une rencontre hasardeuse avec une stagiaire à qui j'avais dit à un moment donné, est-ce que Moodle ça t'intéresse? Parce que dans une autre vie, j'avais déjà utilisé Ganesha, qui est une parente, on va dire, de Moodle. Et j'étais partie dans l'idée de dire ça peut être un outil intéressant à développer. Donc, ce qui fait qu'elle a mis en place une version test de Moodle et la curiosité portant, elle a emmené avec elle toute l'équipe. Ce qui fait que parfois sur les pauses déjeuner ou autres, ils regardaient un peu ce qui était possible, des tutoriels, pour voir un peu comment ça peut s'organiser. Léna, je t'interromps. Moodle, pour ceux qui connaissent pas, Oui. en fait, c'est donc une plateforme de téléformation, ce qu'on appelle un LMS, un Learning Management System. Comment dire, qui est une plateforme qui est peut-être une des plus utilisées. Jean-François pourra en parler peut-être un peu tout à l'heure, je pense, qui est la plus utilisée dans le domaine en fait de l'enseignement, principalement universitaire. Et je pense que Nicolas aussi pourra en parler. Voilà. Et ce qui fait qu'on a fait quelques démonstrations à des formateurs que nous avons, l'équipe partant là-dessus, et tout le monde s'est dit intéressé. Et c'est à partir de septembre 2018 qu'on a voulu quelque part officialiser le projet, lancer la digitalisation. Mais notre projet portait davantage sur le fait qu'on allait qu'on allait tester, qu'on allait proposer de digitaliser quelques petits cours, quelques petits contenus, des pratiques. Et de ce fait, on s'est lancé dans l'aventure de créer une plateforme dédiée qui s'appelle aujourd'hui ESCOTLink et qui a permis, durant toute l'année 2018-2019, on a mis en place la création. Après, il y a eu un gros projet, j'en parlerai tout à l'heure, de digitalisation d'une de nos formations essentiellement, qui nous a permis de se lancer dans l'aventure. Donc, tout ça, c'est parti de la curiosité de quelques personnes et de l'appétit que l'équipe a eu pour développer l'outil. D'accord. Du coup, pendant la crise, en fait, est-ce que ce qui avait été mis en place auparavant t'a servi ou est-ce que tu as été obligé en fait de ramener en fait des éléments supplémentaires? Est-ce que comment dire tout l'accompagnement qui avait été fait au départ en fait avait permis en fait de mieux gérer la crise ou est-ce qu'il y a encore eu des choses à rajouter? Alors, sincèrement, heureusement qu'on avait la plateforme parce que la crise tombant à peu près début 2020, nous, on avait commencé déjà des travaux de test sur 2018-2019, ce qui fait que nous, en septembre 2019, la plateforme était pratiquement opérationnelle. Donc, au moment de la crise, sincèrement, 90% de l'utilisation de la plateforme était opérationnelle. Sauf que, vu qu'on n'avait pas établi le travail dessus pour un 100% distanciel, il nous a fallu une semaine en tout et pour tout pour remettre d'équerre tous les éléments sur la plateforme pour qu'elle devienne l'élément central du distanciel, du 100% distanciel. Du coup, en termes d'outils, donc tu avais une plateforme Moodle avec déjà quelques contenus dessus. Et au moment de la crise, si je me souviens bien, tu as été amené à utiliser Teams en plus, c'est ça? C'est là où tu as déployé Teams en fait. Alors, on l'avait déployé à peu près un mois avant la crise, avant le confinement. C'est-à-dire, c'était déjà dans nos cartons, les contrats ont été signés avec les prestataires, on devait commencer à l'installer plutôt en mars. Sauf qu'en janvier, je devenais impatiente et j'ai dit aux prestataires, écoutez, commençons à le faire en février, au moins au niveau de l'équipe, quitte à ce qu'on prenne le temps par la suite de le déployer au niveau des formateurs et des apprenants. Et bien, bizarrement, le confinement a été déclaré et de ce fait, on a réussi en 2-3 jours de le déployer auprès des formateurs et des apprenants parce qu'il était déjà déployé au niveau de l'équipe. D'accord. En fait, tu avais des informations sur le Covid ou
2 ans avant. Ouais, c'est ça. Non, sincèrement, alors certainement en partie c'est le travail de toute l'équipe qui a mené à ça, mais on peut dire qu'on a eu du bol parce que nous, au moment du confinement, bon, ça nous a valu ça quand même quelques soirées et quelques réunions matinales, mais quand même le confinement ne nous a pas pesé en termes d'organisation parce que la plateforme était opérationnelle, tous les apprenants avaient leur compte, les formateurs aussi, ils avaient la pratique. Bon, la pratique de 15-20% du distanciel. Là, on est passé à 100%. Mais quand même, D'accord. ça nous a sauvés. Et là, est-ce que tout ça, ça aurait été possible en fait sans les aides en fait qu'il y a pu y avoir au moment, ou est-ce que tu aurais pu en fait mettre tout ça en place toute seule, autant, enfin en termes d'escote, j'entends. Oui. Alors, concrètement, l'aide financière a été un énorme moteur pour accélérer la mise en place, le développement, la mise en place, l'accompagnement, tout ce qui va avec. Donc, certainement, sans cet accompagnement financier, sans cet investissement financier, ça aurait pris obligatoirement 1 an, voire 2 ans de plus. Nous, à peu près en 1 an, on a financé et on a mis en place, on a créé la plateforme, on a créé, je dirais, l'équivalent de 1500 heures à peu près, voire 2000 heures à peu près de contenu. On a accompagné des formateurs, on a lancé auprès des apprenants, on a pratiqué, toute l'équipe était capable de créer des contenus, c'est-à-dire on a formé toute l'équipe des permanents, des internes, et pas les formateurs aussi, à créer et à éditer des contenus sur la plateforme. Donc là, en fait, tu as mis en place aussi des formations en fait de tes collaborateurs. C'est-à-dire que là, tu t'es fait accompagner en fait pour toute cette mise en place. Tout à fait, parce que c'est eux qui poussent et qui initient et qui suivent le développement des formations par les uns et les autres. D'accord. Et pour finir, du coup, après 1 an en fait de pratique maintenant, au niveau pédago, en fait, qu'est-ce que ça a changé en fait par rapport à ce qui se faisait avant? Alors concrètement, si on avait pu avancer pas à pas, comme ce qui était planifié à l'origine, ou de pas à pas, on va dire, on aurait obtenu un niveau pédagogique plus intéressant, plus qualitatif et plus appuyé, parce qu'on aurait pris le temps nécessaire pour construire, pour scénariser des contenus beaucoup plus en respectant une certaine méthodologie qui est un peu plus cohérente avec la digitalisation. Aujourd'hui, avec le confinement, on a fait l'impasse parfois sur des méthodes, sur des contenus, c'est-à-dire à l'origine, on était parti du principe qu'on ne mettait pas des PDF. Ben, finalement, on met des PDF. On était parti du principe qu'il faut à minima annoncer objectifs, etc., une certaine organisation, et là, on a fait l'impasse parce qu'à un moment donné, le besoin opérationnel a pris le pas là-dessus. Sauf que finalement, in fine, ce n'est pas pour autant que ça a entamé la qualité pédagogique de la formation. D'accord. Donc, finalement, il y a eu un équilibre entre ce qu'on aurait pu faire et ce qu'on a fait finalement, qui n'a pas impacté négativement la production. D'accord. Bah, merci Léna. Du coup, Johan. Ouais, peut-être avant de passer à Johan, vas-y. il y a certains spectateurs qui sont frustrés de la capacité d'interaction. Si tu peux, Frédéric, les inviter comme conférenciers pour faciliter les échanges. Du coup, c'est qui? Je pense que tu peux basculer tout le monde. Ouais, sauf qu'il faut que je les fasse un à un, Claire. Ouais. Donc, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple pour moi. Donc, Tu me repasses la main, je vais les inviter. c'est à toi de la reprendre. C'est toi qui peux en fait me mettre en maître de. Alors, si tu veux, en attendant que tu fasses tes manips, je peux répondre à 2 questions qui sont affichées dans les discussions, si ça t'arrange. Ah ben ouais, aussi. Enfin oui, vas-y. Bon, il y a une première question qui porte sur, plutôt 2 questions dans une seule, qui est Teams seulement pour la visio ou complètement intégré avec les outils M365. Alors, me connaissant, Frédéric me connaît assez à ce niveau-là parce qu'une bonne partie des projets de digitalisation ont été faits avec la Anatech. Aujourd'hui, moi, mon ambition, c'était de tout intégrer. Sauf que il faut être réaliste. Plus on ajoute d'outils, plus on ajoute de manipulation, moins ils seront utilisés et moins ils seront efficaces. Donc aujourd'hui, si on a appris quelque chose de notre expérience et surtout avec le confinement qui a été accéléré, c'est qu'il fallait commencer par des éléments simples. Donc la visio au début, c'était seulement ça. Aujourd'hui, on a rajouté
au fur et à mesure des outils de Microsoft 365, mais ce sont des ajouts qui sont beaucoup plus initiés au fur et à mesure, pas avec tout le monde, pas tout le temps. C'est beaucoup plus en fonction des besoins, en fonction des demandes, et surtout, quand on les teste une fois et qu'on voit qu'il n'y a pas d'appétit, on laisse et on passe à autre chose. Donc aujourd'hui, dans la digitalisation, il ne faut pas faire du forcing, ça ne marchera jamais. Sans oublier le fait que les apprenants ont déjà leurs propres outils. Donc quand on leur propose les nôtres, il faut les proposer par petite quantité et non pas par quantité considérable. On parle de la place de Moodle pas facilement intégrable dans M365. Moi, je n'ai pas cherché à les intégrer l'un dans l'autre. Je les fais vivre, coexister l'un à côté de l'autre. Donc, ça veut dire que quand il y en a besoin de l'un, on n'utilise que l'un. Quand on a besoin de l'autre, on n'utilise que l'autre. Et quand il faut utiliser les deux, on a simplement créé des passerelles entre l'un et l'autre avec des techniques très simples, de façon à ce qu'on puisse passer d'un outil à l'autre. Mais je n'ai pas cherché du tout à créer une usine à gaz. Ok, merci Léna d'avoir répondu à ces questions. Donc Johan, de ton côté, vas-y, je te laisse te présenter. Oui, alors Johan Kiplin, moi j'anime une académie de formation pour le réseau UNEA, Union nationale des entreprises adaptées. C'est un réseau de 800 entreprises en France, 40 000 salariés, à 80% des salariés en situation de handicap. Ce sont des entreprises comme toutes les autres, mais qui font le choix managérial et dans le modèle économique d'embaucher essentiellement des personnes fragilisées qu'on nomme handicap. Et en fait, l'académie est un des outils d'animation de ce réseau, de professionnalisation de ce réseau. Alors nous, dans le contexte avant la crise, l'académie, on faisait 136 actions de formation, 1200 stagiaires. Début 2020, assez paradoxalement, le présentiel ne marchait pas très bien. Je ne sais pas pourquoi. Tout le monde avait beaucoup de travail, tout le monde avait du mal à recruter. Enfin, il y avait quand même une effervescence économique, ça marchait très bien. Et la formation ne semblait pas être la priorité, en tout cas dans nos environnements. On faisait 99% de nos actions en présentiel. On avait fait une capsule d'auto-formation de 2 heures et 6 modules d'e-learning de 1h30. Voilà notre expérience sur le sujet. Il y a un truc qui arrive au mois de mars. On est passé par un sentiment d'impuissance, d'inutilité. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va foutre? Comment on va faire? On était vraiment en situation d'anomie, perte de nos repères. Ceci étant, on a très rapidement fait une petite étude de marché des différents outils et là, il y a un gros boulot à faire parce que c'est très difficile d'avoir une approche écosystémique d'un outil. Il y a une juxtaposition d'outils, on se fait avoir par des… Enfin bref, c'est assez compliqué, je trouve. Là, on voyait bien que le marché se structurait, même si des gens existent depuis 15 ans. Donc nous, on a fait le choix de partir sur Zoom très simplement ou sur Teams, on avait les deux. Et fin avril, on a réussi à lancer une offre 100% distancielle. Et depuis, nous avons fait 2 jours en présentiel. Et on a fait 136 actions de formation en distanciel, 1450 stagiaires. Donc en fait, ça n'a pas du tout abîmé notre business, ça n'a pas du tout altéré notre façon de faire. Par contre, dans la façon de faire de lancement, on a tout fait gratuit pendant 2 mois. On était dans un acte de solidarité, c'est-à-dire qu'il était aussi un acte d'appropriation de ces nouveaux usages. Ce n'était pas une question de prix, c'était une question de rendre service. C'était une question, c'était notre choix. Et on a vu que ça a été assez payant dans la façon de faire, un peu comme le réseau EdTech, qui a mis à un moment donné, je crois, plein d'outils dans une démarche de solidarité, justement, pour accompagner ce mouvement. Johan, juste un point sur, tu disais en fait que là sur l'année en fait 2020, vous n'avez pas du tout baissé votre nombre de formations. C'est quel type de formation en fait? Ça a été facile de les mettre à distance ou pas? Oui, en fait, on a calqué du présentiel mais avec un autre média, tout simplement. Donc, ça n'a pas été difficile. Alors, nous, on forme essentiellement des dirigeants sur la stratégie, du management, les RH sur des pratiques inclusives et aussi des encadrants de proximité, plein d'acteurs de l'écosystème autour de l'emploi et des salariés en situation de handicap. Donc, en fait, oui, ça n'a pas été difficile. Et pour moi, je dirais, nous, on ne s'est pas digitalisé, on s'est juste adapté, en fait. Enfin, voilà, je veux dire, on dit digitalisation, tout ça. Pour moi, j'ai juste fait de l'adaptation. La digitalisation, on va la commencer, vraiment, pour moi, en tout cas dans ma représentation. C'est-à-dire que c'est maintenant en fait où vous allez, enfin là vous avez parlé au plus pressé et maintenant vous allez revenir sur la partie pédago pour améliorer en fait tout ça. C'est ce que j'entends. Pour moi, digitalisation, c'est plutôt, je la vois plutôt sur le versant socio-technique. Sur l'aspect pédago, justement, on l'a réinterrogé très, très, très fort. On a eu vraiment à
à sécuriser les formateurs sur la gestion des environnements. Donc, pendant 6 mois, par exemple, toutes nos formations, on les a fait en doublon. C'est-à-dire, il y avait quelqu'un qui garantissait l'usage d'outils et l'autre qui était concentré sur la transmission de messages pédagogiques. Donc, ça a modifié notre modèle économique. On a sécurisé toute l'équipe comme ça, par exemple. Parce qu'on avait des gens qui clairement refusaient d'intervenir à distance. C'est pas mon métier, je suis pas fait pour ça. Alors, des formateurs internes, on en a 7, des formateurs occasionnels, et même des professionnels chevronnés, partenaires qui intervenaient, ne voulaient pas intervenir à distance. Donc, il a fallu les accompagner, sécuriser ça. Mais on n'a pas eu de… En fait, ça a été beaucoup de bon sens, avec comme seule préoccupation le cheminement de l'apprenant. Parce qu'en fait, la leçon pour nous, elle est quand même essentiellement sur l'apprenant. Oui, le formateur, ça bouge les choses, mais c'est surtout sur l'apprenant. Ne serait-ce que l'animation, la communication non verbale, ce n'est pas notre corps, c'est une communication de visage, ou je dirais d'épaule. Donc, ce n'est pas du tout la même chose en termes de communication non verbale qui, pour moi, est fondamentale dans le métier de formateur en présentiel. En tout cas, c'est un outil. Le corps du formateur est un outil pour moi de transmission, une ambiance, une atmosphère. Là, c'est l'écran. Donc, ce n'est pas du tout la même chose. Donc, il a fallu retravailler ça. Après, sur l'aspect… En fait, pour nous… on a réussi à lancer une offre parce qu'en fait, on était sur les thématiques aussi. Reprise apaisée des collectifs de travail, management à distance. Enfin, vous voyez, on a répondu à des problématiques et gratuitement. Donc, ça a lancé le truc, ça nous a mis en habitude d'y aller. Dans la préparation du webinaire, tu me demandais aussi au niveau des aides, si ça avait eu un impact. Oui, c'est ça. Ouais. Comment vous avez géré ça financièrement? Parce que là, tu dis mine de rien, vous avez revu votre business en fait au niveau modèle économique, sachant qu'il y avait 2 formateurs, alors qu'à l'habitude, j'imagine qu'il n'y en avait qu'un. Donc, comment vous avez fait ça en fait? Vous avez répercuté en fait les coûts ou vous avez en fait tiré sur votre fonds de roulement ou comment vous avez fait? En fait, on a fait le choix d'aller sur le fonds de roulement, effectivement, enfin, d'assumer sur fonds propres en fait ce parti pris. En solidarité, mais on est dans l'économie sociale et solidaire, donc c'est dans notre ADN aussi. Voilà. Et au final, on a fait le même business. Alors certes, c'est pas la même marge, mais ça c'est pas très important. On a maintenu notre objet social dans notre structure, qui est d'animer un réseau et de le professionnaliser. Donc on est resté sur notre raison d'être en fait. Notre façon de s'adapter, ça a été en lien avec notre raison d'être. Et après, en fait, sur les aides, on a eu des gros dossiers FNE d'une complexité sans nom. Ça, c'était un peu hallucinant. Mais nous, on n'a pas eu d'aide particulière. Après, on a dû quand même beaucoup accompagner les clients parce que, oui, mais est-ce que ça marche? Est-ce que ça va être pareil ou pas? On a fait le choix que des demi-journées et doublons formateurs à chaque fois. Au final, après un an après, moi, je dirais que finalement, on a maintenu une pédagogie à haute valeur ajoutée. On a même appris beaucoup sur la pédagogie, avec notamment le souci permanent de l'apprenant, c'est-à-dire de son cheminement cognitif pour apprendre. Ça a vraiment été ça, parce qu'en fait, c'est ça qui est différent pour nous. Voilà. Moi, j'aime bien dire, alors certains ici connaissent cette expression, mais c'est la grande mode dans le monde d'avant, la qualité de présence. Vous savez, tout le monde parlait de qualité de présence. Là, nous, on a découvert la qualité de distance. Mais vraiment, c'est-à-dire que ça se bosse, la qualité de distance. On a vraiment aussi, pour le coup, assez paradoxalement, dans le secteur du handicap, on a la problématique de l'accessibilité numérique, mais je ne pense pas que dans le secteur du handicap. Finalement, la digitalisation nous a permis, nous, de l'accessibilité pédagogique. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui ont eu accès à des contenus qui ne seraient pas inscrits en présentiel, par exemple. Donc ça, c'est plutôt intéressant. On touche du monde. Par contre, clairement, on a découvert un nouveau handicap, tous. On connaissait la schizophrénie, on a découvert la visiophrénie. Ça, c'est assez hallucinant, le saut cognitif qu'il faut faire entre chaque pas, chaque machin. Donc, on n'a pas de droit d'auteur sur ce nouveau handicap parce qu'on le partage tous, la visiophrénie. Et c'est un vrai sujet quand même. C'est-à-dire que les temps où on n'est pas en animation à distance, c'est vraiment des temps de présence pour soi quand on est formateur, beaucoup plus qu'avant en fait. Ou avant, tu peux, ouais, c'est bon, je gère à l'arrache, à l'expérience. Là, c'est plus compliqué. Et je dirais, dernier retour comme ça d'expérience, nous, on est assez…
assez fier d'avoir maintenu notre métier de formateur avec vraiment comme préoccupation, je me répète, l'apprenant dans ses diversités cognitives en fait. Parce que la tentative que j'ai pu assister à des formations à distance où j'étais assez déçu de la standardisation des contenus, par exemple, qui ne respectait pas pour moi la neurodiversité des apprenants. C'est-à-dire que si tu n'étais pas dans le cheminement et la logique du formateur, bah, tu n'apprenais pas. Donc je pense que là, il y a une vraie, un point de vigilance en tant qu'apprenant qu'on a vécu. Et la dernière chose, c'est qu'on a vu quand même pas mal. Alors pareil, on s'est fait énormément draguer par plein de partenaires qu'on ne connaissait pas dans le monde de la digitalisation. Ça, c'est très impressionnant. On a découvert un marché énorme, en fait, avec des jetons qu'on achète sur des plateformes, et en fait, ça coûte une fortune. Et au final, on a fait notre étude de marché, et là, on s'engage dans une plateforme e-learning assez basique, assez simple. Et puis, on va prendre un stagiaire pendant 6 mois du Master 2 à Rennes, là, conception et production, digitalisation de contenu. Voilà où on en est. Mais aventure passionnante, mais pour moi, on est plus dans l'adaptation et on commence la digitalisation. D'accord. Donc là, ce que je retiens en fait de ton retour d'expérience, c'est qu'il faut juste pas oublier l'apprenant dans tout ça, quoi. En gros, c'est ça. Et c'est un peu la base. En tout cas, si on parle de formation, oui, ça me semble fondamental. C'est-à-dire Ouais. que l'ingénierie de formation, elle est assez simple. Au niveau didactique, on s'en sort. Mais au niveau pédagogique, il y a quand même cette vigilance à À avoir. avoir. Et si tu veux, quand tu animes à distance, quand tu as accès au visage des gens, ben, il y a des attentions de visage que tu n'avais pas en présentiel. Enfin, il y a plein de petites choses comme ça. Et puis surtout, pour le coup, le respect de la neurodiversité des apprenants. Alors peut-être que dans le champ du handicap, elle est plus exagérée que par ailleurs. C'est tout à fait possible. Mais je pense que nous, on est assez fiers d'avoir maintenu ce haut niveau de qualité pédagogique par rapport à nos apprenants, en tout cas. Ok. Merci beaucoup, Johan. Je t'en Très prie. intéressant. Alors, Nicolas, de ton côté, alors Oui, toi, si tu me dis qu'en fait, il n'y avait rien de prévu avant la crise, va falloir que tu m'expliques. Dis-nous un peu, en fait. bonjour à tous déjà, merci, merci Frédéric de l'invitation. Ben, oui, pour l'université, on n'est pas tout à fait dans le même contexte. Alors, moi, je suis vice-président numérique de l'université, donc je m'occupe de toute la transition digitale de l'établissement dans son ensemble. Et une université, c'est quoi? C'est effectivement de la pédagogie, beaucoup d'enseignement, c'est de la recherche et c'est de l'administratif. Donc, on a, pour vous donner un ordre d'idée à tout le monde, pour resituer un petit peu les choses, 12 000 étudiants au Mans, 2 000 enseignants-chercheurs et près de 1 000 personnels de recherche et administratifs. Donc, toutes ces personnes-là, bien évidemment, elles ont été confrontées à cette grave crise qu'on a tous connue avec un changement très brutal, pratiquement pour nous, du jour au lendemain. On a reçu une lettre de la ministre nous intimant de fermer l'université en moins d'une semaine. Donc, tout ce petit monde-là s'est retrouvé chez soi en une semaine de temps. Et il a fallu effectivement faire face à la diversité des problèmes qui se sont créés. Donc oui, Frédéric, heureusement, la transition digitale au niveau de l'université, elle est déjà entamée depuis quelques années. On avait un grand schéma, on avait commencé à travailler déjà sur… quelques années, nous on s'est connus en 2006. Ça faisait déjà combien de temps en fait que tu avais mis en place le PRN? La plateforme pédagogique numérique de l'établissement, elle a plus de 15 ans. Ouais, voilà. Les premières histoires de formation vraiment à distance avec l'enseignement à distance pur et dur en numérique, ça a 20 ans. Donc oui, on a une histoire sur ce domaine-là de maintenant de 15 à 20 ans d'expérience. Mais néanmoins, et c'est là-dessus finalement que je voulais revenir, on s'est retrouvé confronté du jour au lendemain à une situation où, si on parle que de l'enseignement, où on incitait les enseignants à passer à un mode plus hybride, plus alors soit de l'enseignement à distance pour certaines formations qui existaient déjà, soit de l'enrichissement du présentiel, à tout d'un coup une massification complète. Voilà. C'est-à-dire du jour au lendemain, nos 12 000 étudiants se sont retrouvés chez eux et il a fallu assurer effectivement les cours pour ces 12 000 étudiants en une semaine. Donc, pour nous, ça veut dire quoi? Qu'on a effectivement été confronté à des situations d'urgence. On a pu, heureusement, on a la chance de s'appuyer sur 2 services clés. Un service de transition digitale pédagogique, le PRN, et donc je laisserai mon collègue Olivier Roland qui co-dirige ce service avec moi en parler davantage. C'était le cœur, je dirais,
le poumon de la transition pédagogique qui s'est effectuée dans cette période-là, puisque c'est à la fois des ingénieurs pédagogiques qui ont fait des masters. Vous entendez tout à l'heure Yoann qui parlait d'un master à Rennes. On a aussi un master d'ingénierie pédagogique au Mans, et puis de production multimédia aussi. Et puis, on a aussi la particularité à l'université de manager nous-mêmes tout ce qui est réseau et infrastructure, c'est-à-dire les services, on les sous-traite assez peu. Certains, bien sûr, on fait du SaaS, mais pour majorité, on a des informaticiens qui gèrent à la fois les infrastructures et les services. Alors, il y a 3 thèmes, si tu veux, Frédéric, rapidement, qui pour moi ont été très prenants pour moi en tant que vice-président numérique. C'est le télétravail, avec comment on donne accès très rapidement, où on déploie très rapidement des outils collaboratifs et surtout de l'accès distant aux services numériques existants. La pédagogie, donc avec ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y avait 15 ans d'expérience, mais ce n'était pas aussi massif qu'aujourd'hui. Et comment on passe brutalement quasiment du présentiel enrichi au tout distanciel, avec ces enjeux de massification qui d'ailleurs ont bouleversé, enfin ont fragilisé nos infrastructures. Et puis, un petit thème peut-être que je voulais introduire dans ce débat, c'était la rupture numérique. Nous, on l'a très fortement senti pour nos étudiants. C'est-à-dire que, je vous en parlerai un peu plus après, on a fait un sondage et on a beaucoup d'étudiants qui se sont retrouvés en rupture numérique, très clairement. Voilà. Alors, ce qu'on a fait, pour aller vite, il a fallu déployer. Alors, nous, on a pris la suite Office 365 en ligne pour tous les personnels et tous les étudiants. Ça leur permettait de travailler de chez eux et d'assurer une partie du travail finalement administratif aussi, et puis simplement de recherche aussi, pouvoir permettre d'échanger, de collaborer à des documents en ligne. On a dû renforcer lourdement nos infrastructures, ça c'est vraiment dû à la massification. Imaginez que juste en janvier, en fait, on avait en moyenne 9000 étudiants qui se connectaient une fois par semaine à la plateforme. C'était un peu on était déjà très contents de ça. Mais on est passé évidemment à 12 000 pratiquement tous les jours. Donc ça change tout. Donc il a fallu renforcer les infrastructures des serveurs. On a d'ailleurs à ce moment-là doublonné la plateforme pédagogique. On a Moodle, mais comme on a vu apparaître des QCM massifs, et là c'est très gourmand en besoins informatiques, des QCM à 400, 500 étudiants en ligne, eh bien, il a fallu dédoubler en fait, les plateformes pour pouvoir soutenir l'accès. On a déployé des outils de classe virtuelle à distance. Donc là, j'entendais aussi, c'est vrai que nous aussi, on a été très sollicités par les prestataires. Alors, on a fait le choix de ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier. En fait, on a pris 3 outils. Il y a Zoom chez nous, il y a du SVI, c'est une boîte québécoise, et puis il y a du Teams, forcément, puisqu'on a aussi du Microsoft. Donc en fait, nous, on forme sur les 3 outils, et après, chaque enseignant choisit l'outil qu'il préfère. Alors après, je laisserai Olivier expliquer tout ce qu'on a fait en termes d'accompagnement des enseignants. Pour la rentrée universitaire de septembre, parce que pour nous, on a connu plusieurs phases, en fait, on avait le droit de faire venir nos étudiants, mais pas en amphi, voilà, ou à demi-amphi. Et dans ce cas-là, on a dit, puisque la moitié des étudiants sont en amphi, l'autre moitié est chez eux, alors là, on va faire un grand plan. On a équipé tous nos amphithéâtres en captation et rediffusion en direct. On s'est transformé en régie télé, quoi, tout simplement. On a 16 amphis, les 16 amphis diffusés en live. Et donc, on avait un régisseur et on passait d'un amphi à l'autre comme ça. Enfin, voilà, les étudiants, finalement, se connectaient à leur amphi comme s'ils suivaient à la télé les cours. Donc, ça, c'était très chouette d'ailleurs, finalement, parce que ça s'est bien passé. Mais ça a été des gros investissements aussi pour le faire. Justement, en parlant d'investissement, Nicolas, au niveau finance, ça s'est passé comment en fait, à peu près? Ouais, en 6 mois, on a dépensé, on a investi près d'1 200 000 euros, tout calcul fait, dans le numérique. Et ça a été pris sur notre fonds de mouvement, très clairement. Après, il y a eu quelques aides de la région, voilà, ce qui représentait pas plus de 10% de cet ensemble. Donc, c'est l'université qui a investi, tout simplement, et énormément, et très massivement. Mais en fait, je reparlerai peut-être plus tard de ce que ça a fait. Je pense que c'était plutôt un bien. On avait, j'imagine, enfin, je pense, à mon niveau, je pense que la crise a permis justement de faire prendre conscience à nos responsables, à mon président par exemple, qu'on ne pouvait pas tergiverser sur des investissements numériques d'ampleur compte tenu du contexte aujourd'hui et futur. Voilà. Okay. Un petit mot pour les étudiants en difficulté, si tu veux bien. Nous, on a constaté qu'il y avait 10% de nos étudiants qui étaient en fragilité numérique et 3% qui étaient vraiment en rupture numérique. Alors, ces étudiants en rupture numérique, ça veut dire qu'ils avaient
soit pas d'ordinateur, soit pas de connexion, ou qui ne savaient pas utiliser. Mais ça, on en a quand même moins. Et en fragilité, ils avaient bien un ordinateur, mais chez eux. Et puis l'ordinateur était partagé par le petit frère, par le papa, par la maman. Et donc, ils n'y avaient pas toujours accès, tout simplement. Et puis, le réseau, c'est pareil. C'est bien d'avoir du réseau, encore faut-il qu'il soit de bonne qualité. Et quand on a un frangin qui regarde Netflix, une autre qui fait de la PS4, pour accéder au cours en ligne, en direct, ce n'est pas forcément évident. Donc, nous, on a fait beaucoup d'aide pour les étudiants. On a donné des choses aux étudiants, on leur a donné des ordinateurs, on a mis des ordinateurs en prêt, on a fourni à nos étudiants. Parce que là, on pourrait peut-être parler aussi des opérateurs qui, pour nous, n'ont pas été à la hauteur, pour les étudiants notamment. Ils n'ont pas fait d'offres, par exemple, publiques, accessibles aux étudiants. Genre, on pourrait imaginer un tarif étudiant à 5 €. Donc, nous, du coup, on a acheté des forfaits 4G pour les étudiants. Voilà. D'accord, donc vous avez fourni vous-même en fait les moyens à vos étudiants en fait Ouais. pour certains quoi. Ouais, d'accord. Ouais. Et on a aussi, pour finir, on s'est rendu compte aussi que certains enseignants finalement n'étaient pas si bien équipés, les télétravailleurs. Équipés de ça, ouais. Et donc on a acheté, au total, on a acheté près de 600 PC pendant l'été là. Et ces 600 PC ils ont été distribués. Et pour les étudiants, maintenant, on a une vraie offre de prêt où les étudiants finalement qui n'ont pas d'ordinateur, ils peuvent emprunter un ordinateur à l'université sur une période de 3 mois, et puis ça peut être prolongé si besoin. D'accord. Voilà pour l'ensemble de ce qui s'est passé pour nous. Puis peut-être laisser parler Olivier. On va parler, ouais, Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour Frédéric, ça va? Ça va, très bien. Alors vas-y, dis-nous, alors du côté pédago maintenant, qu'est-ce qui s'est passé au juste entre ce qu'il y avait avant et puis ce qu'il y a maintenant? Donc moi, je co-dirige, comme disait Nicolas, le pôle de ressources numériques. Donc, juste pour vous situer rapidement, on est un service d'appui aux enseignants composé de 5 pôles d'activité. Un pôle ingénierie avec 7 ingénieurs pédagogiques, un pôle multimédia avec 3 agents qui font du multimédia, du motion design, un pôle audiovisuel, un pôle développement informatique et un pôle administratif pour soutenir tout ça. Donc, ça fait à peu près une vingtaine d'agents en tout. Peut-être en préambule, quand même, que même si effectivement on est bien équipé, il y a quand même une grande hétérogénéité des niveaux d'expertise dans la maîtrise du numérique chez les enseignants. Je vais essentiellement parler des enseignants avec vous. Donc ça, c'est quand même important parce que le phénomène de stupéfaction qu'on a vécu au mois de mars 2020, il a été d'autant plus prégnant que, comme on s'est retrouvés tous à distance, il a fallu accompagner à la fois ces 2000 enseignants au travers de ce service donc, du PRN. Donc nous, juste pour info, en fait, on a mis jusqu'à 6 personnes à temps plein en assistance. Donc l'assistance, en fait, elle était autant technique que pédagogique, avec un process qui nous permettait d'avoir traité à peu près 4500 demandes en l'espace de 2 mois, 4500 demandes d'assistance. Donc ça a mobilisé beaucoup de monde et beaucoup d'énergie. Un deuxième peut-être constat en préambule de ce que je vais vous dire après, et pour rejoindre ce que disait Nicolas, l'instrumentation elle a été réussie pendant le premier confinement. Ça veut dire que ce soit matériel ou logiciel, les aides qui ont été fournies par l'université ont permis à l'ensemble des suivre les enseignements à distance. Donc ça, c'est pas rien parce que ça a permis de poser un socle, la genèse de l'instrumentation, où on a pu commencer à réfléchir à autre chose qu'à l'instrumentation, qu'à utiliser un ordinateur et des logiciels, et plutôt par les pédagogies. Ce qui fait qu'en fait, le premier confinement, il a servi à prendre en main les fonctionnalités essentielles, vraiment celles qui permettaient de survivre à travers des enseignements à distance, que ce soit sur l'outil de classe virtuelle ou alors sur nos plateformes Moodle, comme par exemple intégrer un PDF, intégrer des activités de type H5P, intégrer une évaluation de type quiz, mais très simple. Donc les fonctionnalités essentielles pour pouvoir réussir à gérer toute cette fin d'année jusqu'au mois de juin où on a fait passer des évaluations à distance. Et puis ensuite, en octobre, il s'est passé autre chose. Enfin, en octobre, on va dire un peu, depuis septembre. Depuis septembre, on voit qu'en fait, il y a une forme de démocratisation du développement des activités plus complexes d'un point de vue pédagogique basé sur le numérique, notamment sur le paramétrage des évaluations, qu'elles soient synchrones ou asynchrones, donc qu'elles se passent en direct ou alors qu'elles se fassent sur un temps plus étalé avec un créneau choisi à l'avance.
et aussi sur les usages de la classe virtuelle. Donc Nicolas parlait effectivement de plusieurs outils. Concrètement, jusqu'à la fin de l'année 2020, les enseignants ont utilisé un outil qui s'appelle VIA, donc de la société SVI qui est québécoise, qui propose pléthore de fonctionnalités. Alors, 80% des enseignants ont utilisé peu de fonctionnalités jusqu'au mois de septembre. Et puis, on a vu vraiment un basculement sur les fonctionnalités pédagogiques à partir du mois de septembre. C'est-à-dire que conscient que le phénomène allait perdurer d'enseignement hybride ou à distance, il a fallu, pour les enseignants, en fait, se dire, voilà, ça y est, moi j'ai acquis ces compétences me permettant d'utiliser les outils. Donc maintenant, je vais réfléchir à comment je vais faire pour pouvoir utiliser ces outils au mieux. Donc là, il y a eu une sorte de capitalisation en fait et d'investissement en fait. C'est-à-dire maintenant, on se dit ok, c'est quelque chose qui est acquis et du coup, on investit pour aller encore plus loin et rejoindre un peu ce que disait Johan aussi, peut-être aussi vis-à-vis des apprenants quoi. C'est-à-dire ouais. C'est ça, 75% des accompagnements sous le premier confinement, ils étaient techniques. Hein. C'est-à-dire que les ingénieurs pédagogiques accompagnaient et assistaient pour pouvoir prendre en main les outils. Je clique sur tel bouton. Ah, Olivier, ça coupe, on t'entend plus. Ah. Je ne sais pas si c'est le cas juste pour moi, mais Olivier, on t'entend plus. Donc, pour avoir telle fonction. Ok, est-ce que vous m'entendez? Ouais. Du coup, Olivier, oui, t'as bon, ouais, désolé, ça va être compliqué là. Je pense que ça hache. Tu passes sous un tunnel. Vous m'entendez plus? Non. Non, même pas. Non, non. Donc, je vais aller vite. J'espère que vous m'entendez. Ouais, vas-y, c'est bon là. Ouais. Sinon, coupe ta webcam, peut-être, ça va diminuer le flux. Raison. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, l'heure, elle est plutôt à l'orientation vers un accompagnement à la scénarisation, mais plutôt massif, pour permettre au corps enseignant d'articuler les modalités dont on parlait, synchrone, asynchrone, présence et distance, dans la perspective vraiment de penser plutôt comme un continuum de situations, pour permettre aux étudiants de s'orienter plus facilement dans les dispositifs. Parce qu'en fait, ce qu'on a constaté, nous, c'est que l'articulation entre les différentes modalités qu'on peut proposer à distance et aussi en mode hybride, hein, c'est-à-dire quand les étudiants sont revenus à l'université au mois de septembre, la jauge elle était fixée à 50%, ce qui fait qu'on avait plusieurs modalités avec lesquelles il fallait jongler. Et ben, les étudiants, en fait, la difficulté qu'ils peuvent rencontrer, c'est de s'orienter dans les dispositifs où il y a plusieurs modalités. Alors, il n'y a pas de secret, hein, pour ça, c'est la scénarisation pédagogique. Donc, nous, maintenant, on tourne notre activité vers un accompagnement plus poussé à la scénarisation pédagogique, mais ça vient naturellement puisque c'est fait à la demande des enseignants. D'accord. Ok. Il faut passer la genèse de l'instrument pour que les étudiants puissent atteindre l'objectif. Derniers éléments quand même avant de repasser la parole, et je m'excuse encore pour la connexion instable. Nous, on est à cette période de confinement, c'est en fait essayer de replacer aussi, après cette période de stupéfaction, tous les concepts et toutes les notions pédagogiques qui concernent la formation à distance ou l'enseignement à distance dans leur cadre scientifique. C'est-à-dire que ça fait maintenant 30 ans qu'il y a des recherches sur ce que c'est que la formation à distance. Et on voit qu'on peut observer quand même qu'il y a un glissement en fait, de ce que peut être compris du terme hybridation par les personnes qui l'ont fait de façon forcée et contrainte durant le confinement. Et donc, on s'attache aujourd'hui en fait à revenir à un cadre qui est plus conceptuel pour pouvoir permettre justement de partir sur un socle qui soit solide en termes de scénarisation pédagogique. Ça, pour résumer, ça, je pourrais dire qu'on accompagne une pédagogie qui serait dénuée de contraintes, puisque demain, il y aura sans doute, on l'espère, moins de contraintes, et qui serait tournée vers la montée en compétences pour les praticiens, dans la perspective de favoriser la réussite étudiante. Ok. Merci beaucoup, Olivier. Du coup, comment dire, Claire, est-ce que tu as des petites questions en fait qui seraient intéressantes de poser maintenant? Alors, sachant que ce que je vous propose pour les intervenants, c'est que vous voyez passer des questions dans le chat, n'hésitez pas à répondre directement. Après, un truc qui est plus facile pour poser vos questions, si c'est le Q&A, en fait, où là, c'est beaucoup plus organisé, donc c'est plus facile aussi pour suivre les questions. Est-ce que Claire, tu as vu des choses intéressantes ou pas? Ou est-ce qu'on passe à la question au klaxon? Voilà, moi je
propose de continuer et les réponses se font directement dans le chat. Bon, super. Alors Hubert, tu vas nous remettre peut-être le petit lien qui va bien pour ceux qui seraient arrivés en cours de route ou qui auraient perdu le lien. Donc là, Hubert vous a remis le lien en fait pour une nouvelle question sur Klaxoon. Donc la question, c'est quel est le levier majeur qui a permis une digitalisation pédagogique? Donc là, par rapport à tout ce que vous avez entendu, quelles sont les idées que vous avez retenues? Donc là, on a vraiment eu un volet qui était intéressant puisqu'en fait, on a vraiment 3 types d'organismes de formation différents. Et du coup, qui est-ce qui est ressorti en fait des différents intervenants? Qu'est-ce qui vous a marqué? Qu'est-ce qui personnellement en fait vous retenez en fait de tout ça? Donc là, dans le Klaxoon, en fait, n'hésitez pas. Donc toujours le même principe, hein, vous rentrez en fait des mots et après Hubert pourra nous donner en fait une vue nuage. Alors pour l'instant, j'ai 3 idées. Donc il y a la massification, la volonté des formateurs face au changement. Alors c'est clair qu'on en a parlé, hein, la gestion du changement chez le formateur, je pense que c'est quelque chose qui est hyper importante aussi, avec différentes solutions, hein, telles qu'on l'a pu l'entendre. Donc c'est assez intéressant entre la formation, le fait d'y aller en binôme, le fait aussi de leur donner en fait le temps pour revenir après et améliorer. Le recul, donner le temps, oui effectivement. Donc il y a eu différents temps hein, de ce qu'on entend, avec des démarrages plus ou moins liés en fait au Covid et qui font qu'après, ça continue. Donc on voit que ça continue. Le centrage sur l'apprenant, effectivement, la pédagogie. La notion d'adaptation logicielle et matérielle aussi qui est intéressante, on l'a entendu avec différentes versions aussi qui font que en fait il y a à la fois les formateurs mais aussi les apprenants hein, qui sont intéressés ou pas par l'utilisation de certains logiciels. De faire attention aux apprenants, effectivement. La maîtrise des outils. Donc là, effectivement, hein, c'est genre le même problème aussi. Hein. On va cumuler à la fois des problématiques pédagogiques, mais aussi des problématiques techniques. Et ça, avant, c'était moins le cas. Hein. Un paperboard et un stabilo ou un marqueur, ça tombe moins facilement en panne qu'un zoom ou que son micro. Après, il y a aussi donc l'apprenant, ouais, les outils collaboratifs, donc la notion de collaboration aussi hein, qu'on a été obligé de mettre en place avec le distanciel. Alors l'importance du non-verbal, ouais, ça c'est un point intéressant. Hein. C'est vrai que pour les formations de type synchrone en classe virtuelle, le non-verbal en fait a tendance à être un peu malmené. Donc comme disait Johan, hein, il faut avoir d'autres techniques en tant que formateur pour détecter en fait, je dirais, ce qu'on lisait avant naturellement en regardant quelqu'un. Voilà, la nécessité, alors j'ai une grande phrase, la nécessité où est passée d'une idée d'amélioration pédagogique à une nécessité de déployer des dispositifs à distance. Ouais, donc là en fait, je dirais, on est en train peut-être maintenant de faire un peu l'inverse, hein, c'est-à-dire de revenir maintenant effectivement plus sur la pédagogie que sur la partie en fait tout à distance parce qu'on n'a pas le choix. Le découpage, l'interactivité, etc. Eh bien, écoutez, merci, c'est intéressant. Hubert, tu repartages ton écran avec le nuage de mots, s'il te plaît. Voilà, donc ce qu'on voit effectivement, hein, c'est ce qui est au centre. Alors c'est marrant, hein, c'est vraiment pas fait pour. Hein, on n'a pas triché, mais on a quand même l'apprenant. Hein, avec comment dire qui est quand même assez central, avec le formateur qui est pas loin et la scénarisation aussi qui est pas loin non plus. Donc comme quoi. A priori, en fait, on a peut-être les 3 mots importants, en fait, j'irais de tout ça. Alors du coup, Jean-François, par rapport à tout ce qui a été dit et par rapport, en fait, à ce qu'on vient de voir, est-ce que tu as des choses à rajouter? Déjà, peut-être te présenter pour ceux qui ne te connaisseraient pas. Ah, faut mettre ton micro, Jean-François, ça marchera mieux. On t'entend pas, Jean-François? Ah, ça y est, on va t'entendre. Oui, bonjour à tous, bonsoir à tous. Donc Jean-François Le Touareg, donc directeur d'e-Learning Touch. Donc on est une agence spécialisée dans tout ce qui est justement digitalisation de la formation. Et pour ma part, j'interviens depuis déjà une quinzaine d'années dans ce domaine-là. Et l'entreprise a 10 ans, donc on a un petit peu de recul. Et c'est dans ce cadre-là que je vais essayer d'un petit peu de faire la synthèse de tout ce qui a été dit aujourd'hui.
Peut-être avant, Frédéric, je voulais passer la parole à Bruno du CEFCM à Concarneau, voilà, qui j'ai demandé de faire un petit retour d'expérience et qu'il a vécu un petit peu, enfin, qui a vécu ce confinement de manière un petit peu, enfin, cette crise sanitaire de manière un petit peu particulière, puisqu'on s'est décidé très très vite en début d'année en fait, à monter une plateforme de formation. Et Bruno, donc du coup, alors là, le nez creux, puisqu'on a dû livrer la plateforme début mars pour pouvoir démarrer. Donc, je pense que c'est aussi assez intéressant de voir qu'on peut mettre les choses en place assez rapidement. Donc, Bruno, si tu peux nous faire part un petit retour d'expérience sur les quelques mois en fait, de mise en place de la digitalisation sur le CEFCM de Concarneau. Bonjour à tous. Donc, je suis responsable de production et pédagogique au CEFCM. C'est un centre de formation maritime qui est basé à Concarneau et qui a des antennes un peu partout en France, sur le territoire breton, mais aussi sur la région PACA. La digitalisation au sein de nos formations, c'est quelque chose qui a été assez complexe au point de départ, puisque n'était pas véritablement autorisé par notre autorité de tutelle qui est les affaires maritimes. C'est-à-dire que selon les affaires maritimes, ce n'était pas une modalité acceptable pour les marins. Pour faire simple, on s'est bagarré pendant quelques années. Je me suis bagarré pendant quelques années contre ces institutions et j'ai mis en place des projets pilotes pour montrer que ça fonctionnait sur des petites formations. Quand on a eu la validation, justement, comme quoi ça fonctionnait, j'ai voulu mettre le système un peu à plus grande échelle, donc mettre en place une plateforme à LMS qui tenait la route et qui correspondait à nos attentes. Donc, c'est là qu'on a fait intervenir Jean-François et son équipe pour cette mise en place-là. Le travail a duré 2 mois à peu près et s'est terminé fin février. En fait, on a eu à peu près une semaine de battement entre le moment où c'était fonctionnel et le moment où on nous a dit on ferme, mais vous vous débrouillez pour continuer. Bon. Donc, on a eu le nez creux aussi là-dessus sur cette affaire-là. Bon, c'était vraiment un coup de chance, hein. Mais on avait une plateforme qui était prête à être utilisée. Là, je ne parle que de la plateforme que des outils, parce qu'il y a aussi un autre élément important à prendre en compte pour la mise en place, ce sont les formateurs. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, les formateurs n'étaient pas formés, n'étaient pas forcément bien intégrés dans ce processus-là, parce qu'ils n'adhéraient pas du tout à cette modalité pédagogique. Donc, ça veut dire que quand on a fermé le centre, mais qu'il a fallu assurer la continuité pédagogique, il a fallu former les formateurs à distance pour faire de la formation à distance. Donc, ça n'a pas été une mince affaire, puisque résistance très forte au changement. Ça demandait aussi beaucoup de travail pour les formateurs. Donc, il a fallu que l'on mette en place des process assez simples et rapides. Donc, en fait, j'ai mis en place un gabarit pédagogique abstrait très simple, mise à disposition de ressources, classe virtuelle, évaluation. Donc, en fait, c'est la base de cette continuité pédagogique a été faite là-dessus, ce qui m'a permis de former l'ensemble des formateurs à ces 3 techniques-là. C'est ce qui nous a permis de gérer la continuité pédagogique et de terminer les formations jusqu'au mois de septembre. Enfin, jusqu'au mois de juin, pardon. Donc, c'était plutôt bien vu. Sur cette période-là, les formateurs ont été très volontaires. Ils ont pris beaucoup de temps pour pouvoir travailler dessus, pour pouvoir mettre les formations en œuvre. Ça a été très intéressant. Le deuxième confinement, en fait, le retour a été vraiment très différent. C'est-à-dire que les formateurs n'accrochaient plus du tout autant que la première. Donc peut-être parce qu'il y avait un retour d'expérience, parce qu'ils savaient quel temps ça allait leur prendre, peut-être. La complexité, les différences aussi que l'on a entre du présentiel et du distanciel. Johan en a très bien parlé tout à l'heure. Donc, on est vraiment confronté à cela. Donc, ça a été une difficulté qui fait qu'on est revenu à plus de présentiel que de distanciel sur cette partie-là. La partie du confinement, en fait, le premier confinement nous a quand même ouvert pas mal de portes. C'est-à-dire que jusque-là, les autorités des affaires maritimes refusaient la formation à distance. Mais au mois de mai, ils ont sorti un texte disant que la formation à distance était reconnue comme modalité pédagogique pour les formations des marins.
Donc, il y a quand même eu une grosse avancée dans ce principe-là. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, l'étape à laquelle on est, c'est la formation des formateurs. Donc, on est en train de monter, à l'heure d'aujourd'hui, un plan de formation qui, cette fois-ci, reprend tout à la base. C'est-à-dire que là, ils ont leur expérience de formateur, ils ont fait des expérimentations sur la classe virtuelle, sur la formation, ils ont pu voir ce qui marchait, ce qui ne marchait pas. Là, maintenant, à partir du 1er mars, on reprend un plan de formation à la base sur ce que c'est la pédagogie pour l'adulte, comment ça fonctionne, l'andragogie, comment on fait une formation présentielle, comment est-ce que l'on fait une classe virtuelle, comment est-ce qu'on transforme une formation présentielle en distanciel. En fait, on a monté tout un cursus qui va aller de mars à juin pour cette fois-ci reprendre les outils et les armer pour pouvoir poursuivre ensuite et faire la formation à distance. Là, ce que dit Bruno, en fait, Jean-François, comment dire, je pense que comme nous, tu l'as vécu, la digitalisation, généralement, en fait, ça ramène aux bases, en fait. Est-ce que ça, tu confirmes? Oui, tout à fait. Alors, je ne sais pas, Bruno, tu voulais rajouter peut-être un petit point ou, Ok, alors je vais essayer, oui, de reprendre ça, mais effectivement, Frédéric, c'est des choses qu'on va retrouver. Moi, j'avais découpé un petit peu cette synthèse en 3 temps, un petit peu un regard vers le passé, avec un petit peu tous les clichés que je vais vous donner et que vous allez retrouver de ce qu'on se disait il y a encore 10 mois. Faire un petit retour sur le pendant, le premier confinement notamment, et puis peut-être essayer d'apporter aussi une petite touche en termes de perspective sur ce qui sans doute nous attend, nous, professionnels de la formation. Pour ça, j'avais envie de voir trois points, peut-être au niveau des structures, des équipes, et puis des usages et des pratiques. Alors ces usages et les pratiques, si je regarde un petit peu dans le rétro, je ne vais pas dire que c'est zéro, mais quasiment nul. Très peu d'usage du digital. Alors lié à plusieurs choses, moi je les identifie. Alors si on regarde au niveau des équipes, hein, vous l'avez en reprenant tous vos témoignages, des difficultés parfois à impliquer, des doutes sur oui, alors c'est pas de la pédagogie ou ils vont rien apprendre de cette manière-là. Un certain nombre de formateurs, mais aussi d'apprenants en situation soit de fracture numérique, j'ai entendu parler de rupture numérique et c'est aussi vrai, et plus on recule dans le temps, plus c'est juste. Et puis, j'ai aussi entendu des choses assez intéressantes, et notamment Léna qui faisait écho de la curiosité de certains formateurs qui étaient un petit peu des pionniers. Frédéric, tu en fais partie, enfin, un certain nombre en faire partie ici. Et donc, voilà, on était un petit peu les intrus dans ces équipes-là. Voilà ce qui ressortait un petit peu de tout ça. Et au niveau des structures, si on regarde un petit peu les commentaires que je pouvais, moi de ma part, recevoir à l'époque, c'était plutôt des choses, oui, mais alors il y a quand même pas mal de risques économiques. Est-ce que ça va marcher? Ça nécessite des lourds investissements. C'est fait plutôt pour les gros centres. Nicolas, tu as évoqué l'université, qui peut-être, oui, avait peut-être aussi une ampleur ou une taille finalement critique qui permettait à la structure de supporter ces investissements peut-être plus facilement que des petits centres de formation qui n'osaient pas y aller. Et puis on est arrivé au 17 mars, donc on arrive un petit peu au pendant, et là on a tous dû faire face à un certain nombre de contraintes. Alors si je reprends mon idée de structure et des équipes, ça a impacté un petit peu tout le monde parce que l'urgence nous a tous contraints, nous a tous amenés en fait à découvrir la visio. Alors parfois la classe virtuelle, parfois la visio. Alors large débat, on a eu un petit peu de tout avec des choses qui marchent, des choses qui marchent pas, des choses qui sont surveillées. On a entendu beaucoup parler de Zoom, rappelez-vous au mois de mars, et sur tout ce qui, voilà, sans doute aussi des choses. C'est marrant parce que quand Zoom, on peut peut-être saluer nos amis chinois qui nous écoutent éventuellement. Voilà, c'est ça. Alors, c'est assez marrant parce que quand on a commencé à dire que Zoom était très surveillé, c'est marrant parce que c'est à partir de ce moment-là que Teams de Microsoft a commencé à bien fonctionner. Donc, c'est assez étonnant. Enfin, je sais pas, c'est peut-être une théorie du complot, mais en tout cas, l'histoire nous le dira peut-être. Donc, finalement, on a tous été un petit peu coincés là-dessus. Au niveau des équipes, il a fallu aussi évoluer, en fait, et de manière assez brutale. Il a fallu repenser sa pédagogie, changer d'attitude. Effectivement, tout à l'heure, je crois que c'est Johan qui le disait, il fallait passer en fait d'une posture
bah ouais, quand on est dans une salle en présentiel, on aime bien faire un peu de théâtre, et ben là, il fallait faire de la télé, alors c'est pas pareil, quoi. Donc, on a eu pas mal de changements au niveau des équipes dans cette appropriation des choses. J'ai entendu aussi sur quels outils est-ce qu'on utilise. Alors, c'est un peu la jungle, hein, vous l'avez pour certains d'entre vous découvert. Rien que voilà, les classes virtuelles, on peut en CT 10 sur le marché. Des outils auteurs, alors là, on débarque. Quand on met une plateforme ou un LMS, ça devient très très vite compliqué parce qu'on a un petit peu de tout dans les modalités, dans les types d'usage, dans les types d'outils qui sont proposés. Et puis au niveau des structures, un gros changement aussi parce que les structures sont enfermées. Finalement, la structure d'accueil de l'apprenant devient finalement chez lui. Et cette situation de télétravail, d'organisation de ses temps d'apprentissage, ça devient un petit peu compliqué parce qu'il va falloir s'adapter à la maison. Alors les enfants, le chien, le facteur qui passe, tout ce qu'on a pu rencontrer à ce moment-là et toute l'organisation que ça suppose. Et puis la PlayStation pour les plus jeunes à côté du cahier. Bon, inutile de vous dire que la manette, elle s'ouvre plus souvent, ou en tout cas, elle est plus souvent manipulée que le cahier de cours qui devrait pourtant être à côté en situation d'apprentissage. Donc, on a tous vécu ces urgences-là. Et si on regarde un petit peu par le prisme de ces trois choses, en fait, hein, moi j'ai envie de rebondir un petit peu sur ce qu'Hubert nous donnait comme mot-clé de démarrage, c'était le côté être positif. Et là-dessus, moi j'ai envie de regarder plutôt au niveau des équipes. Je trouve qu'on a appris pas mal de choses et moi sur ce que je peux observer aujourd'hui et Bruno le notait, on avance en fait vers la professionnalisation des équipes de formateurs. Alors par le biais de la formation des formateurs et j'aurais envie de dire, et peut-être que ça manque parfois dans les réflexions, la formation des apprenants aussi, parce que apprendre de chez soi, c'est pas tout à fait la même chose. Et la manette de la PlayStation, il faut expliquer aux plus jeunes qu'il faut la mettre de côté et aux adultes que peut-être leur téléphone n'est pas forcément utile à côté de l'ordinateur de manière immédiate. Donc, il y a aussi peut-être un peu de formation des apprenants à comment bien apprendre à distance par rapport à ça. Donc, ça c'est un premier élément. Sur la partie structurelle, j'avais noté quelques éléments également. Il y a un point qui me paraît important, c'est qu'il y a un changement de paradigme au niveau de l'approche finalement économique de la formation. Quand on a un formateur, c'est assez simple, on connaît les coûts de la structure, on connaît le coût horaire du formateur et on sait combien de stagiaires ou combien d'apprenants il faut lui mettre en face pour pouvoir équilibrer ses comptes. À partir du moment où on change complètement l'approche, il va falloir raisonner en termes d'investissement. Et ça, c'est un petit peu nouveau parce que quand vous allez mettre en place une plateforme de formation, vous n'allez pas vous engager sur 1 an, 2 ans, 3 ans, enfin, vous n'allez pas vous engager sur 6 mois, pardon, vous allez vous engager sur 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc, oui, c'est mieux. C'est mieux comme ça. Donc, cette partie-là, elle va être à raisonner de manière différente. Quand vous allez construire un module de e-learning, c'est pareil, généralement, il n'est pas là pour 2 mois, quoi. Vous dites, l'idée, c'est quand même de pouvoir le réutiliser, alors peut-être de le faire évoluer, mais on est bien dans cette logique-là où finalement, tout ce que l'on va construire, on va le construire dans une logique de temps et donc cette dimension-là, elle est un petit peu différente. Au niveau de la structure également, de la structure, c'est toute la partie l'opportunité en fait que représente finalement la digitalisation de la formation. Et on l'a entendu dans les témoignages, finalement on va décloisonner un petit peu tout ça, c'est-à-dire qu'on va peut-être proposer des formations qu'on ne proposait pas avant, on va peut-être aller augmenter, alors pour prendre un terme vraiment commercial, élargir sa zone de chalandise, en se disant finalement ce que je fais aujourd'hui dans la région de Rennes, ou ce que je fais aujourd'hui dans la région de Nantes ou de Brest, finalement, je peux le proposer à Marseille ou je peux le proposer à l'étranger, là où on parle français. Finalement, on ouvre de nouvelles opportunités, on ouvre de nouvelles perspectives. Et moi, je vois des clients qui me disent, oui, alors maintenant, j'ai des clients un peu partout, en fait. J'ai des gens qui suivent des formations. Je n'ai plus
je suis plus contraint en fait par cette dimension géographique. Donc ça, c'est des choses, voilà, sans doute vers lesquelles on aura également des évolutions. Et puis au niveau des usages, puisque ce qui a quand même grandement changé, c'est que comme je vous disais tout à l'heure, avant il n'y en avait pas. Et maintenant, on a des usages. Alors, ils sont sans doute imparfaits, hein, ils vont évoluer, mais on a des usages pour repenser en fait les organisations pédagogiques, repenser. On parle aujourd'hui assez facilement finalement dans nos métiers de scénarisation pédagogique. Dis-moi, il y a 10 mois, personne ne parlait de scénarisation pédagogique en fait. On va dire, je vais faire mon cours, quoi. Hein, donc, je sais à peu près comment il est structuré. J'ai jamais pensé qu'il était scénarisé, quoi. Donc, je vais faire du théâtre, mais c'est pas scénarisé. Donc aujourd'hui, en fait, il y avait beaucoup de théâtre. C'était beaucoup de théâtre d'improvisation pour certains même. Il y avait beaucoup d'impro. Donc ça va être, c'est vraiment des nouveaux usages, des nouvelles pratiques qu'il va falloir intégrer, ce qui aura forcément hein, des incidences aussi sur le métier de formateur, on l'a évoqué un petit peu. Et puis il y a un autre usage qu'on n'a pas évoqué, ou en tout cas quelque chose qui sans doute va aussi un petit peu révolutionner nos métiers. C'est qu'à partir du moment où on digitalise, à partir du moment où on a des plateformes, il y a un certain nombre de traces. Et toutes ces data, ce qu'on appelle aujourd'hui les learning analytics, eh bien à un moment, alors aujourd'hui on est encore dans plutôt une part de collecte, mais à un moment toute cette collecte-là, il va falloir essayer de faire parler tout ça. Et quand on va vraiment transformer les data pour regarder finalement qu'est-ce qui va être efficace, qu'est-ce qui est suivi, etc. Sans doute que là aussi, on va vivre de nouvelles phases de réflexion dans nos métiers, pour pouvoir, en s'appuyant en fait sur toutes les datas que le digital permet de collecter. Et là, pour le coup, c'est un petit peu différent du questionnaire de satisfaction de fin de formation, où on veut savoir si la salle était bien chauffée ou le café était bon. Donc, on va aller nécessairement plus loin. Et Calliope, on l'a été évoqué aussi, la démarche Calliope qui a été évoquée par certains d'entre vous, va forcément aussi contraindre à aller dans ce sens-là. Donc voilà, donc moi c'était un petit peu voilà un feedback sur à la fois vos témoignages et puis sur la manière dont on pouvait réimaginer les choses. Il y a un mot-clé que j'avais noté, que Léna a utilisé tout à l'heure, mais qui me semble bien à propos pour le débat d'aujourd'hui, c'est que l'aventure elle a vraiment démarré. Donc l'aventure, maintenant, elle va certainement continuer et sans doute que les semaines, les mois et les années qui viennent, nous continuerons à travailler de cette manière-là, alors de manière tous sans doute différente les uns des autres, avec des approches sans doute différentes, mais on a franchi certainement un point de non-retour sur le plan de la digitalisation de l'information. Jean-François, juste quand tu es arrivé tout à l'heure, en fait, il y a quelque chose que tu as dit que je partage complètement, c'est que en fait, effectivement, nos sociétés, en fait, maintenant, sont reconnues. Comment tu as dit ça tout à l'heure déjà? C'est qu'avant, en fait, vas-y. Ah oui, alors moi, ça fait 15 ans que j'explique ce que je fais, et ça fait à peu près 6 mois que les gens comprennent ce que je fais. Voilà, donc ça c'est vraiment partagé, je pense qu'on est pas mal à partager ça maintenant. Il y a un point, je vais juste rajouter par rapport à ce que tu as dit Jean-François, dans le cadre du modèle économique aussi, enfin nous on a eu pas mal de clients en fait qui aussi ont eu ça à gérer, c'est le modèle aussi des vacataires. Sachant qu'avant le vacataire, on le prenait avec sa mallette clé en main pour qu'il dispense une formation. Maintenant, en fait, c'est plus compliqué parce que soit il doit créer des contenus de formation et du coup, il y a du temps à passer, comme dit Jean-François, c'est un investissement, ou soit il doit même utiliser en fait les outils qui sont mis à disposition par l'OF. Et du coup, forcément, c'est compliqué. Il y a aussi un accompagnement en fait des vacataires, et c'est des discussions que j'ai pu avoir notamment avec Acto, où là, c'est pas du tout pris en compte. Et que du coup c'est compliqué parce que il y a les OPCO de nos chers vacataires qui comprennent pas bien en fait la nécessité en fait de les former très rapidement et de les aider pour ça. Donc voilà. Merci Jean-François. Oui, alors juste pour rebondir sur cette idée d'arriver avec sa mallette de contenu ou de s'adapter, effectivement, il y a d'autres points qui vont être soulevés aussi, notamment toute la question des droits d'auteur. À un moment, alors je sais que dans le monde universitaire, c'est un peu un serpent de mer, le droit d'auteur sur les ressources digitales, et c'est quelque chose qu'on retrouve régulièrement. Il y a pas mal de choses qui ont été traitées là-dessus, mais on n'a jamais trouvé la solution vraiment qui fonctionne, et sans doute c'est des choses aussi sur lesquelles tous les vacataires qui sont souvent des experts sur un domaine particulier voudront aussi pouvoir,
pas être dépossédé, entre guillemets, de cette expertise par les centres. Très bien. Eh ben, je crois qu'on a fait un point assez complet de la situation. Donc, globalement, ce qu'on retient, c'est que tout ça, c'était un peu contraint forcé, mais maintenant, en fait, ça commence à porter ses fruits. On voit qu'on sait faire. On voit qu'on sait s'améliorer aussi. On voit qu'il y a des solutions en fait qui sont peut-être meilleures que d'autres, mais n'empêche qu'on voit bien les solutions qui fonctionnent. Donc ça, c'est quand même le côté positif, effectivement, en fait, de cette année 2020. Après, ce qu'on voit aussi, c'est qu'on n'est pas sorti encore de l'aspect Covid. Donc, de toute façon, on n'a encore pas le choix. On ne sait pas encore à quelle sauce on va être mangé, confinement ou pas reconfinement, en fait, dans les semaines qui viennent. Donc, voilà. Donc, c'est intéressant, je pense, de noter qu'il y a eu une évolution des mentalités. Il y a aussi une, comment dire, alors au niveau des produits, il n'y a pas forcément une évolution parce qu'il y avait déjà plein de produits avant, mais n'empêche que maintenant ils sont utilisés et ça c'est la grosse différence et je pense qu'ils sont de mieux en mieux utilisés. Voilà. Donc, Claire, est-ce que tu as noté des questions à partager ou pas? Ou est-ce qu'on passe au klaxoon, au dernier petit klaxoon avant de clôturer? J'ai noté un flux riche et passionnant dans le chat de la place des femmes à la place du technique, à les organisations apprenantes, comment nos maisons devenaient des lieux de croissance. Donc, je pense que vraiment le chat reflète bien l'intérêt de ce sujet. Je pense qu'on peut aller directement au klaxoon. Très bien. Donc Hubert, tu nous lances le dernier klaxoon. Alors là, la question maintenant, c'est un peu plus sur le futur. En fait, quelles seraient les priorités pour les OF en 2021? Donc, c'est-à-dire par rapport à tout ce qu'on vient de dire, maintenant, qu'est-ce qui serait en fait nécessaire de mettre en place en fait pour aller un cran plus loin, améliorer encore la situation, faire plus de formation, peut-être plus de business. Voilà. Donc, quelles sont vos réactions par rapport à ça? Typiquement, alors le tutorat, ah oui, ça on n'en a pas parlé du tutorat, mais c'est un point qui est quand même intéressant à ne pas oublier pour ceux qui font surtout de la formation asynchrone à partir d'une plateforme de téléformation. Je pense que ça c'est vraiment le nerf de la guerre, sinon ça sert pas à grand chose. Toujours plus d'accompagnement peut-être. Donc former les formateurs, donc effectivement la partie accompagnement des équipes pédagogiques. Une digitalisation professionnelle. Alors ça, comme disait Jean-François, peut-être que Calliope va peut-être nous aider aussi en partie. Mais c'est clair que ça ne fait pas forcément l'objet en fait de Calliope, mais ça, je pense que ça va aider. Formation des formateurs, posture d'animateur, effectivement, donc le descendant sachant tel qu'on le connaissait dans les amphis, Nicolas, je pense que ça, c'est quelque chose qui va devoir évoluer clairement. Après des alliances stratégiques, alors peut-être, oui, effectivement, entre différents acteurs, aussi entre les OF. Comme disait Jean-François, hein, le fait aussi que les OF maintenant peuvent former à distance fait qu'effectivement, on va potentiellement aller chercher des candidats là où on n'allait pas les chercher avant. Et pour autant, en fait, ça va sûrement amener aussi une notion d'alliance entre OF, hein, le fait aussi de capitaliser à plusieurs sur des créations de contenu, notamment qui coûtent très cher en temps et donc en argent. Concevoir sous forme blended learning. Alors oui, on espère qu'un jour on retournera quand même à des formes de blended learning. Hein. Moi, je suis persuadé que c'est quand même la formule qui va bien, où on va mixer du distanciel et du présentiel. Bon, là, c'est un peu compliqué en ce moment. Donc scénariser, alors effectivement on a parlé pas mal, hein, les datas aussi, donc ça Jean-François a mis effectivement cette donnée sur la table en se disant qu'est-ce qu'on va faire de tous ces datas entre nos amis de la RGPD et effectivement l'analyse en fait à des fins pédagogiques. Pouvoir exploiter effectivement les learning analytics, repenser le modèle éco des OF. Donc ça c'est clair qu'effectivement je pense que c'est même déjà en cours, hein, c'est déjà fait avec des choses qui sont très positives par ailleurs. Hein. Moi j'ai eu des clients en fait qui ont réussi à vendre des formations qui n'arrivaient jamais à vendre en fait en présentiel faute en fait de candidats. Et là maintenant ils les font assez régulièrement. Donc les évolutions des outils, des supports de formation. Former. Voilà, je pense que ça résume bien en fait, la situation. Il faut continuer à apprendre, même effectivement, donc pas que les apprenants, mais aussi les formateurs doivent passer en statut d'apprenants maintenant pour pouvoir continuer à améliorer en fait leur pédagogie et aller en fait vers des meilleures formations encore meilleures que ce qu'ils ne faisaient avant. Écoutez, merci beaucoup pour tous ces retours, le chat et puis la partie klaxoon qui a été très riche ce soir. Donc là, Hubert, on nous repartage en fait le dernier klaxoon
avec les mots-clés. Alors, toujours pareil, on l'a pas fait exprès, mais on voit bien formation, donc plutôt orienté formateur, hein. La notion de learning, en fait, hein, former, former, on voit formation un peu partout. Donc ça, je pense que c'est vraiment le point clé, hein, c'est vraiment de continuer à apprendre aussi du côté en fait des équipes pédagogiques pour aller en fait plus loin, de mieux en mieux, de plus en plus facilement aussi sur des nouvelles formations. Écoutez, merci beaucoup, merci à toutes et tous d'avoir participé.